Bonjour à tous, alors pour ce cours du vendredi après-midi 3 avril, je vous propose de continuer dans cette quatrième partie, dans l'étude des mouvements dans un champ de force centrale newtonienne. D'accord. On avait étudié ensemble hier matin le cas d'un champ de force newtonien répulsif, dans le cas où la constante K ici était strictement positive. Cela nous a mené ici à l'étude d'une fonction, à énergie potentielle effective, d'accord, et à tracer ici l'évolution de l'énergie potentielle effective en fonction de R, et de montrer que, voilà, finalement, quelle que soit la valeur d'énergie mécanique, la trajectoire du point M dans un tel champ de force newtonien répulsif, alors ça c'est l'interaction entre deux particules chargées de même signe, vous donnera toujours un état de diffusion, d'accord, un état libre, pour lequel la trajectoire sera non bornée, d'accord, voilà. On définit ici une distance minimale d'approche et les valeurs accessibles à ici au rayon R. Voilà, donc on avait également admis que la trajectoire ici du point M est une branche d'hyperbole dont le centre de force O, qui est ici un centre répulsif, d'accord, occupe le foyer le plus éloigné de la trajectoire. Il s'agit bien d'un état de diffusion. Voilà. Donc ça c'était le cas ici d'une interaction newtonienne répulsive. Donc là on va s'intéresser dans un deuxième temps au cas des interactions attractives, donc dans le cas opposé où la constante K est cette fois-ci strictement positive. Allez, on y va, on attaque pour ce cours du vendredi après-midi. C'est le petit 3 de ce paragraphe. C'est le cas, voilà, cas d'un champ de force newtonien, cas d'un champ de force ici newtonien. Donc newtonien, je vous rappelle toujours cette dépendance de la force ici en K sur R carré. La grande différence ici, c'est qu'il s'agit d'un champ de force qui sera attractif, pour lequel la constante K, voilà, très important, ça faut l'avoir en tête, la constante K sera ici négative. Bon, alors ça c'est un cas très important des forces centrales ici newtoniennes, le cas attractif. En effet, c'est le cas d'une interaction coulombienne entre deux charges de signe opposés, donc ça on va le noter, d'accord, ici en dessous du titre. Donc on va illustrer sur deux exemples. C'est le cas de l'interaction coulombienne entre deux charges, ici, de signes opposés. Donc faites bien attention à ça. Interaction coulombienne, rappelez-vous, en 1 sur 4 pi epsilon 0, QQ' sur R carré. Mais c'est également le cas de l'interaction gravitationnelle. D'accord, évidemment, qui elle est toujours attractive entre deux masses ici supposées ponctuelles. Alors ici, dans le cadre de ce cours, on va placer le contexte. On va prendre ici le cadre d'un corps céleste dans le système solaire pour tous les schémas, pour toutes les trajectoires que l'on va étudier dans cette troisième partie. Donc on va poser ici ensemble le contexte. Donc on va prendre un corps céleste, ici. Voilà, donc corps céleste, astéroïdes, comètes, satellites, planètes, voilà. Dans le système solaire. Voilà. Alors bien évidemment, on ne va uniquement étudier le mouvement de ce corps céleste autour du centre de masse du Soleil, et si ce corps céleste possède un mouvement de rotation propre, on va le négliger. C'est-à-dire qu'on va négliger le mouvement de rotation propre, par exemple de la comète, de l'astéroïde, devant le mouvement du centre de masse autour du Soleil. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ici le mouvement du centre de masse. Voilà, mouvement du centre de masse. Donc notez M, toujours de masse petit m, supposé ponctuel. Donc ici de l'astre, ici, ou du corps céleste, autour, voilà, du Soleil. Voilà, on place le contexte pour toutes les applications qui vont suivre. Donc dans cette étude, voilà, donc comme précédemment, on peut poser ici l'énergie potentielle effective. Rappelez-vous, cette énergie potentielle effective, qui ne dépend que de R, c'est la somme de l'énergie cinétique orthoradiale. Vous voyez, je l'ai réécrit, c'est pas la première fois ici voilà, qu'on étudie cette énergie cinétique orthoradiale. Donc 1,5 de m c carré sur r carré, d'accord, plus, vous voyez, ce k sur r.
Voilà, la constante K ici qui apparaît, sachant que K est strictement négative. Donc voilà, alors C bien sûr c'est la constante des R, hein, C égale R carré θ point. Donc on a 1 demi de M C carré sur R carré. Ici on va prendre le K, donc forcément un corps céleste dans le système solaire, forcément on va prendre en compte l'interaction gravitationnelle. Donc ici la constante K on la connaît, et on vérifie bien qu'elle est négative. K c'est moins G ici M, donc c'est la masse de l'astre, fois la masse, je vais noter la masse du soleil, MS, ça va pour tout le monde. Ici divisé par R. Attention, c'est énergie potentielle en 1 sur R. Ne mettez pas de carré ici, c'est pas la force, c'est l'énergie potentielle. D'accord? Voilà. Alors, ça, voilà, ça c'est l'énergie potentielle effective. On vérifie bien qu'elle ne dépend que de R. Alors faites attention, dépendance en 1 sur R carré, dépendance en moins 1 sur R. Avec ici, on vérifie bien le K qui vaut moins G MMS. Moins G MMS, qui est strictement négatif. D'accord? Donc, ici, voilà, cette énergie potentielle effective, voilà. Alors, les limites, parce que vous vous doutez bien, on va tracer les variations d'énergie potentielle effective, comme on l'a fait ensemble dans les 2 premiers exos de la fiche de TD. Là, c'est un peu plus complexe. Alors, déjà, là, c'est pas évident, hein, c'est pas dit que c'est une fonction à valeur positive, et ce ne sera pas une fonction strictement à valeur positive. Par contre, les limites, on peut considérer les limites de cette fonction énergie potentielle effective quand R tend vers 0 et quand R tend vers plus infini. D'accord? Donc on va prendre ces deux calculs de limite, même chose, en 0 et en plus infini. Ça va nous aider à tracer l'allure. Voilà, moi je veux tracer l'allure sans aide de la calculatrice hein, cette fois-ci. D'accord? On va poser tous les calculs. D'accord? C'est un bon entraînement. Alors, quand R tend vers 0, attention, on a du 1 sur R carré, on a du moins 1 sur R. Là, quand R tend vers 0, il y a un terme qui va prédominer. Il y a un terme qui va faire décroître plus rapidement l'énergie potentielle effective. Enfin, décroître. Plutôt croître, pardon. C'est du 1 sur R carré. Donc, est-ce que tout le monde voit que quand R tend vers 0, le terme prédominant, c'est le terme en 1 sur R carré. D'accord? Ce terme en 1 sur R carré prédomine quand R tend vers 0. Et ce terme en 1 sur R carré prédominant nous assure le fait que quand R tend vers 0, cette énergie potentielle, elle tend vers plus l'infini. Les termes là sont positifs. Donc voilà. Donc l'énergie potentielle effective, elle diverge en 0. Quand R tend vers plus infini, attention, quand R tend vers plus infini, cette fois-ci c'est l'inverse. Le terme prédominant, ça sera ce terme-là qui va prédominer. D'accord? Quand R tend vers plus infini, d'accord, ce terme-là va prédominer devant celui-ci, va prendre des valeurs plus importantes que ce terme de gauche. Attention avec le moins qui est devant, on aura ici, on aura directement une valeur, donc ça tend vers 0. Mais 0 par valeur négative. D'accord? Ok, c'est bon. Donc une fois qu'on a ça, voilà, on a donc ça diverge en 0, ça tend vers 0 plus infini. Est-ce qu'il y a un équilibre? Et est-ce qu'il y a un équilibre stable? Bah ça on peut rechercher. D'accord? Donc est-ce qu'il y a, voilà, une fois qu'on a ces limites, donc la recherche, ici, donc recherche finalement d'un extrémum. Recherche d'un extrémum, c'est-à-dire d'une position d'équilibre. D'accord? Alors moi je le sais, il y en a une, qui plus est, elle est stable. Donc là on parle de la recherche. Ici, est-ce qu'il existe un extrémum, une position d'équilibre? Donc notez, ici on va noter position d'équilibre R0. D'accord? Donc position d'équilibre R0. Bah pour ce faire, on va dériver l'énergie potentielle effective par rapport à, ici, la variable R. Alors, si on dérive l'énergie potentielle effective par rapport à R, je vais dériver ceci. Hein. Je laisse la constante K, je ne vais pas ici introduire le moins GMMS, je laisse en K. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On dérive par rapport à R, on y va ensemble, 1 demi de MC carré. Je dérive ici par rapport à R, ici, 1 sur R carré, d'accord? Qu'est-ce qu'on aura? On va avoir du moins 2 sur R cube. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du K sur R, donc plus K, ici, voilà, on va dériver du 1 sur R par rapport à R, vous connaissez, moins 1 sur R carré. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier par 2 numérateur, dénominateur. Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester du moins MC carré sur R cube, ouais, moins, ici, K sur R carré. Là, on va doucement, d'accord? On prend le temps. Ça, c'est l'expression de la dérivée par rapport à R. Maintenant, ici, on recherche R0, je vais mettre ici, je vais remonter un tout petit peu pour que tout le monde voit.
Donc on recherche finalement R0, solution, rappelez-vous, donc ça permet de refaire des petits calculs. Hein. Pourquoi je mets 2P moi? Il n'y a qu'un seul P. Hein. D'accord. Énergie potentielle vective. D'accord. D'accord, il n'y a pas d'énergie potentielle, le pesanteur, bon bref. Énergie potentielle effective, voilà, voici, on dérive par rapport à R, en R0. Voilà, R0, rappelez-vous, hein, ici, est un équilibre, est un extrêmum d'énergie potentielle, si R0 vérifie cette équation-là. Donc R0, ici, doit annuler la valeur, ici, de la dérivée. D'accord? Donc ça, on y va, on traduit. Donc R0 est solution de cette équation-là, je connais la dérivée, donc on aura moins mc carré sur R0 cube, d'accord, moins, ici, k sur, ici, R0 carré égale à 0. Ouais. Moi, ce que je cherche, c'est la valeur de R0. D'accord. Alors, on peut déjà simplifier, vous le voyez, par R0 carré. Il va me rester uniquement un R0 ici pour le terme de gauche. D'accord. Donc, ce terme-là, qu'est-ce que l'on aura? On peut multiplier par moins 1 ou faire passer l'un dans le membre de droite, par exemple. Donc, on aura ici, par exemple, mc carré sur R0, d'accord, égale moins k, d'accord. C'est-à-dire qu'on aura R0 égale à quoi? Un produit en croix, mais simplement R0 égale moins mc carré sur k. Donc, moins mc carré sur k, d'accord. Alors, je vais la réécrire ici en dessous, d'accord, voilà, ou voilà, c'est-à-dire, voilà, pour plus de place, je vais noter quelque chose à côté. Donc, voici, voilà, R0, voilà, R0, et la position d'équilibre, est une position d'équilibre, pardon, définie par moins mc carré sur k. Alors là, ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on a un moins, ça nous donnerait dire que, voilà, R0 sera négatif. Non, 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 R0 est positif. Pourquoi? Puisque k est négatif. Donc nous voilà rassurés, il n'y a pas de problème, voilà pourquoi je voulais réécrire en dessous. D'accord. Voici, ici, donc R0, c'est une position d'équilibre. Voilà. On a la position d'équilibre. Maintenant, il s'agit d'étudier la stabilité. Est-ce que R0 est une position d'équilibre stable? Bon, on fait quand même. Hein. Allez, on y va. On attaque le calcul de la stabilité. Stabilité ici de R0. Bah, stabilité de R0, qu'est-ce qu'il faut? Il faut étudier, rappelez-vous, ça fait une bonne révision. De toute façon, on va refaire pendant les vacances de Pâques des révisions sur la mécanique, dynamique, énergétique, champ E, champ B. Rassurez-vous, j'ai prévu de quoi faire, de quoi s'amuser. Stabilité de R0. Alors, on va évaluer. On évalue le signe, d'accord? Donc, on y va. De la dérivée seconde, mais en R0. Mais on va d'abord calculer la dérivée seconde. Ok, la dérivée première, elle est là. Donc, on garde ceci. On va dériver une nouvelle fois par rapport à R. Donc, je dérive une seconde fois l'énergie potentielle vective par rapport à R. D'accord? Première étape. Donc, on aura moins mc carré. Je dérive ici un 1 sur ici R cube. Il va me retourner directement 1 ici moins 3. D'accord? Sur R puissance 4. D'accord? Moins K. Et ici, j'aurai du moins 2 sur R cube. Bon, je peux peut-être réécrire ça de façon un peu plus correcte. Donc, on aura 3 mc carré sur R4 plus 2K sur R cube. D'accord? C'est la dérivée pour tout. Maintenant, il faut évaluer le signe de la dérivée seconde R0. Donc, il faut, d'accord, ici, voilà, calculer, voilà, cette dérivée seconde d'énergie potentielle vective en, ici, je précise, voilà, je vais mettre en couleur, j'ai un peu de temps, en R égale R0. R0 est connu, hein, R0 vaut moins mc carré sur K. Ok? Allez, c'est parti. Bon, là, il faut faire attention parce qu'il y a du R4, il y a du R3, donc on va prendre le temps. Une erreur de signe serait vite ici arrivée. Donc, on aura 3 mc carré divisé. Alors, R0 puissance 4, alors R0, il est là. Donc, j'ai moins mc carré sur K, le tout exposant 4. D'accord? Plus 2K sur R0 cube, R0 moins mc carré sur K, le tout exposant cube. J'ai rien oublié, non. Donc, on y va, c'est parti. Donc, on aura 3 mc carré au numérateur. Au dénominateur, on aura du moins mc carré sur K, le tout puissance 4. Donc, on aura moins 1 exposant 4 plus 1. Donc, on aura du M4. D'accord? On aura du C8. Pardon, ça c'est un 4. M4, C8,
k exposant 4 au dénominateur qui va remonter au numérateur. D'accord? Donc ici, on aura du k exposant 4 plus 2k. Donc exposant 3, moins 1 exposant 3, il va nous rester un moins 1. Donc je vais le mettre en rouge, sinon on va l'oublier. Donc il y a un moins qui va rester ici. D'accord? On aura du m cube c exposant 3 fois 2, 6, et du k cube qui va remonter au numérateur. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Alors, on regarde. On a déjà du m ici, du m là, il va me rester du m cube ici, du c2 avec du c8, il me reste du c6. Et puis le k exposant 4 qui sera, il fera apparaître ici à droite. Donc on y va, on n'oublie rien, il va me rester du 3 ici, k exposant 4, d'accord, sur m3 c6 moins 2k exposant 4 sur m3 c6. Alors ça c'est pas mal, puisqu'on a le même dénominateur. Donc on peut aussi faire directement la différence. 3k4 moins 2k4. 3 moins 2, ça fait 1. Super. Donc on a directement, voilà, la valeur de la dérivée seconde en r égale r0, ce qui nous donne k4. C'est bien ça, hein. 3 moins 2, ça fait 1. Bravo. Donc k exposant 4 divisé par m3 c6. Bon, k étant négatif, donc k exposant 4 ici va nous assurer le fait que la dérivée seconde en R0, attention exposant 4, est strictement positive. Conclusion de cette étude, R0 égale moins mc carré sur k, avec k négatif. K, je vous rappelle, c'est moins gmms. Et ici, une position d'équilibre stable. Voilà, position d'équilibre stable. Voilà, on l'a montré, la dérivée seconde en R0 est strictement positive. Bon, pour vraiment mener Krieger cette étude, pour tracer le graphe, hein, EPF en fonction de R, ce qui manque éventuellement, c'est la valeur de l'énergie potentielle effective en R0. On y va. Donc ça revient en fait à donner la valeur minimale d'énergie potentielle effective. Donc j'ai juste la place pour terminer un petit calcul avant de faire le graphe. La valeur minimale, voilà, d'énergie potentielle effective, voilà. On aura fait le calcul limite, on aura mis en évidence un extrémum, notamment un équilibre stable. Maintenant, on va chercher à déterminer, vous voyez, la valeur minimale, donc c'est-à-dire l'énergie potentielle effective prise en R égale R0. Ouais. Donc on y va, ça nous donne 1 demi de M. Alors l'énergie potentielle effective, elle est où? Elle est là-haut. Donc je remplace, vous voyez, hein, R par R0. D'accord? Voilà. Donc c'est parti. Voilà, 1 demi de M, C carré sur R0 carré, plus K sur R0. Ouais. Donc ça nous donne 1 demi de M, C carré. Donc R0 carré, R0 il est là. J'élève R0 carré, ça nous donne donc moins 1 au carré, ça fait plus 1. On aura du M2, C4, K2 qui remonte au numérateur, plus, ici, on aura du K. Alors ici, je vais diviser par R0. Ouais, divisé par R0 revient multiplié par l'inverse, revient multiplié par, attention, il y a un moins, revient multiplié par moins K sur MC carré. Ça, c'est un fois, d'accord? Ça, c'est un fois, tout le monde le voit. Je continue ce petit calcul ici. Donc, est-ce que je peux simplifier? Je peux simplifier par les masses M, une fois ici, par du C2, voilà. Et ici, ce sera bien. D'accord? Donc, il va nous rester quoi? 1 demi. Il me reste du K carré au numérateur, c'est bien ça. Il va me rester du MC carré au dénominateur. Ok? Et je le retranche, moins K carré divisé par MC carré. Voilà. C'est bon? C'est stable? Ouais. Donc on aura, voilà, 1 demi moins 1. Ici, 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Donc moins 1 demi de K carré sur MC carré. Que l'on peut laisser comme ça, mais, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a du MC carré sur K qui apparaît. Ouais. Enfin, du moins MC carré. Parce qu'en fait, là, il apparaît 1 demi. Est-ce que tout le monde voit qu'il apparaît 1 demi de K fois le terme en, ici, moins K, vous voyez, je mets 1 demi de K en facteur, j'aurai moins K sur MC carré, et ça c'est quoi? Moins K sur MC carré, bah ça c'est 1 sur R0. Ouais, c'est-à-dire que là on vient de montrer que l'énergie potentielle effective minimale, bah simplement, sera égale ici à 1 demi
de K divisé par R0. Attention, vous divisez par R0. Voilà. Bon, R0 étant strictement positif, K ici étant strictement négatif, on trouve bien une valeur strictement négative. D'accord, ça c'est la valeur d'énergie potentielle effective minimale, donc l'énergie potentielle effective prise en R égale R0. Bah là on a toutes les données hein, pour tracer un graphe complet des variations d'énergie potentielle effective en fonction de R. C'est bon? C'est noté? Allez, je passe au tracé du graphique. Allez, c'est parti. Donc faites un graphe quand même assez grand, d'accord, d'énergie potentielle effective, parce qu'il y aura quand même pas mal d'informations à mettre. Alors, voilà, en ordonnée, l'énergie potentielle effective. Ici, voilà, l'abscisse, voilà, R, la valeur de R. Je place O. Alors O, je vous rappelle ici le contexte, hein, c'est le centre de force, c'est le centre du Soleil. Donc c'est un centre de force qui est attractif. On va le noter ici. D'accord? Centre de force attractif. Donc le centre ici du Soleil. Donc on va tracer les variations. Donc cette énergie potentielle effective à divergence 0, elle tend vers plus l'infini. D'accord? Elle atteint un minimum, donc un équilibre stable pour R égale R0. Et elle tend vers 0 par valeur négative quand R tend vers plus l'infini. Ouais. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ici, on fait apparaître la position voilà, d'équilibre stable. Donc R0, la valeur de R0 elle est connue, donc je ne vais pas la noter pour ne pas surcharger le schéma. R0 c'est moins mc carré sur K, on peut le mettre en légende à côté si vous le souhaitez. Et ici on a la valeur minimale d'énergie potentielle effective. Voilà, donc on a du K sur 2 R0. Je peux noter directement ici, je vais noter la valeur par contre, j'en aurais besoin K sur 2 R0. Ok? Voilà. Voilà pour les variations. Donc ça, l'allure est à connaître. Hein. Ça, c'est vraiment très classique. L'étude d'un champ de force newtonien attractif dans le cas où K, la constante K ici est négative strictement, K étant égal à moins G MMS. D'accord? Voilà. Donc ça, rappelez-vous l'énergie potentielle effective. Vous devez ajouter ici à l'énergie potentielle réelle l'énergie cinétique orthoradiale. Hein. D'accord? Voilà. Donc je l'ai écrit ici hein, pour bien prendre en compte le fait que le Soleil, c'est bien le centre de force ici attractif. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, bah voilà, on sera toujours amené à effectuer un certain nombre de considérations, de discussions, et on va tracer nos droites d'énergie mécanique. Oui, on reprend le même raisonnement, donc là on va mettre un peu de couleur, enfin moi je vais mettre du vert, hein. D'accord? Alors, pour les droites horizontales, normalement elles devraient se voir. Donc premier cas, je vais prendre ce premier cas ici. Le cas ici en vert, ouais, ça se voit bien. Le cas où l'énergie mécanique ici vaut EM1. Oups. Donc le cas où l'énergie mécanique voilà, est constante et vaut EM1. Ok? C'est bon pour tout le monde. Donc là, graphiquement, il apparaît, est-ce que vous le voyez, une distance minimale d'approche. D'accord? Donc on peut faire apparaître ici sur le graphe Rmin. Alors ici, donc ça sera l'abscisse du point d'intersection de EM1 avec la courbe d'énergie potentielle effective. On essaie de faire ça proprement. Voilà. Là, vous voyez, je vais noter ici R1, R indice 1, correspondant à cette valeur d'énergie mécanique EM1 constante. Donc qui est ici strictement positive. Hein. C'est-à-dire que je prends un cas d'énergie mécanique, où l'énergie mécanique, vous voyez, hein, tant que l'énergie mécanique est strictement positive, on sera amené à avoir les mêmes conclusions. D'accord? Donc ça, on va le noter, premier cas. Donc vous voyez qu'à distance minimale d'approche, la trajectoire sera non bornée, comprise entre ici donc R1, qui vaut Rmin, et plus l'infini. D'accord? Rmin étant, R1 étant la distance minimale d'approche. D'accord? Voilà. Alors ça c'est le cas d'un astéroïde, on le verra en TD. Le cas d'un astéroïde, c'est un état de diffusion, un état libre. Et remarquez que voilà, le point peut s'échapper à l'infini avec une énergie cinétique, hein, ici, vous voyez, non nulle. D'accord? Et une nouvelle fois, on va admettre ici que la trajectoire du corps céleste sera une branche hyperbole dont le centre de force O va occuper cette fois-ci le foyer le plus proche de la trajectoire. D'accord? Donc ça, R1. R1, c'est Rmin. Donc si j'ai Rmin, rassurez-vous, c'est simplement R1. Donc on y va, on va noter ça en dessous, donc forcément un graphe assez grand, donc je vais écrire ici, voilà. Donc premier cas d'étude, voilà, premier cas, au total il y en aura 4. Il y aura 4
cas d'étude. Premier cas, si l'énergie mécanique, voilà, du point M mobile dans R est constante et vaut EM1. Strictement positive. Donc en légende, ici, voilà, c'est ma courbe verte. Donc on note, hein, toujours le noter à l'écrit, c'est important. Il s'agit d'une trajectoire que l'on qualifie de non bornée. Donc trajectoire non bornée du corps céleste. Donc trajectoire non bornée du corps céleste, tel que R ici appartient à, je notais R1 plus l'infini, ou R1, en fait j'aurais pu l'appeler Rmin, hein, tout simplement Rmin. Rmin est la distance minimale d'approche. Voilà. Et la distance minimale d'approche. On verra, j'ai un exo sur ce moment, un astéroïde, hein, qui présente une telle trajectoire hyperbolique. L'exo, c'est Armageddon. Ouais, je pense que vous connaissez Armageddon, le film. Ici, on s'en est inspiré pour faire un suivi d'exercice et déterminer la distance minimale d'approche d'un astéroïde qui s'approche dangereusement de la Terre. D'accord? Donc, distance minimale d'approche. Donc, ça, c'est une étude, hein, des géocroiseurs, etc., des dangers liés à certains corps célestes. Voilà. Alors, on rappelle, il s'agit également d'un état ici libre, ou état de diffusion. D'accord? Donc ça c'est important, je me répète, mais c'est super important de le dire et de le noter à chaque fois. Et là, voilà, le corps céleste, voilà, peut s'échapper à l'infini avec une énergie cinétique non nulle. Ouais. Il peut s'échapper à l'infini avec une énergie cinétique non nulle. Voilà. Donc il peut s'échapper à l'infini, d'accord? Donc il peut s'éloigner à l'infini du centre de force, hein, du centre du Soleil, avec une énergie cinétique non nulle. Ça se voit ici sur le graphique d'énergie potentielle effective. Et là, tout comme lors de l'étude de l'interaction newtonienne ici répulsive, on admet, voilà, là il faut admettre, on admet, attention, dans le cas où l'énergie, alors ça c'est vraiment important à retenir, vous voyez, ça c'est la conclusion, vraiment, ce qu'il faut retenir de cette partie de cours d'aujourd'hui, c'est que le signe, vous voyez, le signe de l'énergie mécanique renseigne sur la nature de la trajectoire. Donc là, on admet, voilà, que la trajectoire du point M, du corps céleste, attention, dans le cas, je prie, de toute façon on fera en bilan, d'accord, d'ici, on va dire une demi-heure, dans le cas où l'énergie mécanique est strictement positive. Attention, je me place dans tous les cas de figure où l'énergie mécanique est strictement positive. Dans ce cas-là, vous admettez, d'accord, on ne va pas le démontrer en pas, d'accord, on admet que la trajectoire est une branche d'hyperbole, voilà, est une branche d'hyperbole, voilà, dont le centre de force O, le Soleil, occupe cette fois-ci le foyer le plus proche. Et oui, à une interaction newtonienne attractive correspond ici le foyer le plus proche. Occupe cette fois-ci le foyer le plus proche de la trajectoire. Voilà, le foyer le plus proche. Alors là, on peut faire ici, voilà, un schéma de la situation, d'accord, tout comme on l'avait fait pour l'expérience de Rutherford. Voilà, je recentre la feuille. Donc on y va à partir du plan cartésien. Voilà, il me reste suffisamment de place en bas. Le plan X ou Y. Dans ce plan X ou Y, on va faire apparaître ici les asymptotes de l'hyperbole. D'accord? Donc asymptotes, arbitrairement, je les pose, c'est juste simplement pour tracer leur trajectoire. Hein. J'ai aucune donnée numérique hein, pour tracer les asymptotes, mais je sais que, voilà, elles sont comme ceci. Voilà. Hop, 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 hop. Symétrique. Et qu'est-ce qu'on va faire apparaître? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici apparaître, pardon. Là, on a le centre du plan. On va faire apparaître un foyer. Les deux foyers hein, sont toujours symétriques par rapport au centre. Donc ici, un foyer ici à gauche, un foyer ici à gauche, c'est la gauche, et là c'est la droite, bien. Le soleil, je vais le mettre là. D'accord, je vais mettre ici à droite, hein, comme on l'avait fait pour le noyau de l'atome d'or. Donc le soleil. Voilà, ça sera le soleil. Donc S comme soleil. Très bien. Ouais. Donc c'est le centre de force
Non, j'ai mis O. J'ai mis O. Donc je vais être O comme Soleil. J'ai mis O sur mon... Ouais. C'est pas grave. Après, vous placez l'origine du repère en S. Hein, c'est pas gênant. C'est juste pour être cohérent par rapport aux notations que j'ai mises. Donc on va noter O. Hein, on va noter O, non pas S. D'accord. O comme... Alors très bien. O comme Soleil. Voilà, mieux en mieux. O comme Soleil. Et à partir de là, voilà, on va faire apparaître la trajectoire. Donc une branche hyperbole. Donc l'hyperbole, vous ne la mettez pas là. Puisque ici, le centre de force doit occuper le foyer le plus proche de la trajectoire. Ah, j'ai dû faire bouger un peu la caméra. Je vais ici modifier un peu la netteté. Ouais, non, ça c'est pire. Voilà, donc là, la branche hyperbole, vous la faites apparaître non pas ici, hein, je répète, hein, non pas de ce côté-là, mais de ce côté-là, ici à droite. D'accord. Donc là, voilà, la branche hyperbole. Allô, allô, je suis en train de vous perdre. Non, non, oui, c'est bon. Donc voilà la branche hyperbole. Alors tangente aux asymptotes. Comme ceci, voilà. Et... Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? On voit plus rien. Voilà. Et on y va. Une branche hyperbole comme ceci, symétriquement. J'essaie de faire ça de manière soignée. Voilà. Comptez sur moi pour faire un super schéma comme d'habitude. Voilà. D'accord. On peut orienter. Voilà. Le sens de parcours de la trajectoire. Et faire apparaître, vous voyez, le corps céleste. Ici, voilà. Typiquement l'astéroïde. D'accord, directement. Donc là, dans l'exo, ce sera la Terre. Le centre de force, forcément, là, c'est le Soleil. Voilà, qui se dirige, voilà, comme ceci. Et repart là, vous voyez, il repart à l'infini avec une énergie cinétique, ici, non nulle. Hermine, où est Hermine? Distance miel d'approche, bah, c'est, voilà, la distance entre le centre du Soleil et le point le plus proche de la trajectoire du point O. Là, nous avons Hermine, ce que j'ai noté R1 ici, hein, sur le schéma. R1 égale Hermine. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, très important, c'est dès lors que l'énergie mécanique du point M, ici, est strictement positive, la trajectoire est une branche hyperbole dont le centre de force occupe le foyer le plus proche de la trajectoire. Voilà. Premier cas de figure, ça c'est le cas de la trajectoire hyperbolique. Deuxième cas de figure, on va prendre le cas d'une énergie mécanique, EM2, qui sera égale à 0. Donc on est dans le cas limite, c'est un cas de transition finalement, vous voyez en vert, je replace le cas d'une énergie mécanique EM2 pour deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure où l'énergie mécanique reste constante, et cette constante est égale à 0. Alors c'est un cas théorique, hein, parce qu'il y a vraiment peu de chances pour obtenir une énergie mécanique strictement, exactement égale à 0. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve graphiquement? Ici, on retrouve, voilà, le fait que, voilà, il y a, évidemment, je ne vais pas parler de zone interdite, mais également une zone interdite, il y a une zone permise, d'accord? Et la différence par rapport à avant, c'est que, bon, on a, à l'infini, vous voyez, à l'infini, l'énergie cinétique, elle, tend vers 0. C'est-à-dire que le corps céleste, on est toujours dans un état de diffusion ici, hein, d'accord? On a toujours un état de diffusion. Le corps céleste pourra s'échapper à l'infini, oui, il n'y a pas de problème, mais avec une vitesse qui tend vers 0. Et dans ce cas-là, ce cas est différent. Le cas d'une énergie mécanique strictement égale à 0 va nous donner, cette fois-ci, une branche de parabole. Et le centre de force, donc le Soleil, va occuper le foyer le plus proche de cette parabole. D'accord? Donc c'est le cas ici numéro 2. D'accord? Donc premier cas. Deuxième cas, ici, c'est parti. Alors, deuxième cas, 2 points. Si, voilà, l'énergie mécanique du point M dans R est égale à 0. Et ça, c'est la valeur que j'ai notée EM2 sur le graphe. D'accord? Voilà. Donc, très important, le signe, ici, voilà, énergie mécanique nulle. Bon, énergie mécanique nulle. Donc, pareil, trajectoire non bornée du corps céleste, on l'a vu graphiquement, d'accord? Trajectoire non bornée du corps céleste, d'accord? Alors ça, on aura un exo du TD, hein, c'est l'exo sur la comète C2004Q2. Ouais, donc ça c'est l'exo 4, on va faire juste après, on aura le temps je pense de faire 2 exos en plus de la fiche de TD. D'accord, donc l'exo 4 de la fiche de TD 17. D'accord, sur l'étude d'une comète, d'accord, donc trajectoire non bornée. Même chose, on retrouve un état libre, un état de diffusion. Donc état libre, également qualifié d'état de diffusion. D'accord, donc ça pareil à retenir, trajectoire non bornée, état libre, également état de diffusion. Et ici, voilà, on va noter la différence par rapport au cas hyperbolique précédent.
Le corps céleste, cette fois-ci, voilà, peut s'échapper à l'infini, d'accord, avec, ici, une énergie cinétique qui tend vers 0, d'accord. Donc ça tend vers 0, hein, une énergie cinétique, donc une vitesse, voilà, qui tend vers 0. Ça pareil, on le voit graphiquement. C'est-à-dire que là, on voit bien que la courbe d'énergie potentielle elle tend vers la droite horizontale EM2 égale à 0. Donc l'énergie cinétique, elle tend vers 0 quand R tend vers plus l'infini. D'accord. Bon. Et là, même chose, on va admettre. Donc si en exo, on calcule une énergie mécanique qui est strictement égale à 0, on admet. Voilà, pareil, on admet, ça c'est très important, là on ne le démontre pas, on ne passe pas les calculs ici, on admet que la trajectoire du point M, on admet que la trajectoire du point M, pareil, dans le cas très important où l'énergie mécanique est égale à 0, d'accord, le critère est très important qu'il faut vérifier, énergie mécanique égale à 0, bon, on admet ici que cette trajectoire est une branche de parabole. Voilà. C'est une branche de parabole. Donc attention, l'équation cartésienne n'est pas la même. Hein, d'accord. Donc une branche de parabole dont le centre de force, ici, O, dont le centre de force O, pareil, on est toujours dans un cas attractif, occupe le foyer le plus proche. Occupe le foyer le plus proche de la trajectoire. Voilà. Bon. Ça c'est bien. Maintenant, il faut faire le schéma. Je remonte un tout petit peu pour laisser la place. Ici, voilà, pour le tracé de la trajectoire. Donc toujours dans le plan X ou Y. Voilà. Tac. Voilà, comme ceci. Alors, on va prendre... Allez, il faut fixer hein, ici l'axe de symétrie de la parabole. On va prendre l'axe de symétrie OX pour changer. Donc je vais rappeler ici à gauche l'équation, enfin rappeler non, je vais vous donner, pardon, l'équation cartésienne d'une parabole d'axe de symétrie, on va dire OX. D'axe de symétrie OX, c'est-à-dire qu'elle sera dirigée comme ceci, elle sera comme ceci la parabole. Pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle fois placé mon centre de force ici, à peu près au même endroit que précédemment. Je vais placer ici, vous voyez, voilà. Le point O, d'accord, c'est le soleil, c'est le centre de force. D'accord. Voilà. Donc là, l'équation cartésienne, pardon, j'ai pas fini, c'est x, alors c'est du by carré, ouais, by carré plus, c'est une constante, ici, 2, ici constante hein, positive, c'est positif, b l'est également. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Bah, ça va nous donner, alors si on veut, pareil, hein, placer ici, voilà, alors, directement... Si on replace les asymptotes d'une hyperbole pour avoir des références ici, bah en fait, ça serait par exemple, voilà, les asymptotes de l'hyperbole précédente, bah pour montrer que la parabole est quand même plus aplatie. C'est-à-dire qu'on va aplatir ici, on va pas prendre ici une tangence au niveau des asymptotes, la parabole sera beaucoup plus plate. La parabole, ça va donner ceci, je vais forcer un peu plus, voilà. Voilà, l'axe de symétrie X, et voici l'arc, la trajectoire parabolique. D'accord? Le point M vient de l'infini, il s'échappe à l'infini, avec une vitesse également qui va tendre vers ici 0. D'accord? À l'infini. Donc on a le point M, voilà, le corps céleste, ici, et la trajectoire ici, qui est un arc de parabole, d'axe de symétrie OX. Et je peux également faire apparaître la distance minimale d'approche, qui sera ici, pardon, voilà, du centre O à ce point-là. Ici, on aura également R min. D'accord. Donc, ça, on fera un exo juste après, dans le cas d'une trajectoire parabolique, c'est-à-dire l'énergie mécanique sera égale à 0. Voilà. Il faut retenir, c'est que le foyer, ici, une trajectoire parabolique, vous ne la mettez pas là, vous la mettez là, ici, par rapport au foyer. D'accord. Voilà, le foyer occupe ici, le centre de force, pardon, occupe le foyer le plus proche de la trajectoire ici parabolique. D'accord.
Voilà, donc ça c'est un cas limite, un cas de transition, le cas où l'énergie mécanique est égale à 0. Bon, ensuite on va aborder le troisième cas, le plus, on va dire, le plus important. Ici, le plus complexe et le plus complet à étudier, pardon. Le cas où l'énergie mécanique est négative. Ouais. Parce que là, une fois qu'on a traité ces deux cas de figure-là, on arrive dans un cas intermédiaire où l'énergie mécanique peut prendre toute cette plage de valeurs-là, on va dire excepté la valeur minimale d'énergie potentielle effective. Donc voilà, dès que l'énergie mécanique devient négative, d'accord, mais tout en restant supérieure à la valeur minimale d'énergie potentielle effective. Donc on est ici, troisième cas de figure, d'accord. Donc l'énergie mécanique ici constante, représentée par EM3, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a enfin une trajectoire bornée. Donc pour cette valeur d'énergie mécanique 3, on a ici, on fait apparaître deux points. D'accord, on a deux points. Je dirais entre guillemets d'arrêt, mais ce n'est pas forcément des points d'arrêt. D'accord. La vitesse seule, la vitesse radiale va s'annuler dans ces points, évidemment. Voilà, donc là, je vais chercher, je vais vous donner les antécédents, pardon, les abscisses des points d'intersection de cette droite M3 avec la courbe d'énergie potentielle effective, et je vais noter d'une manière un peu différente, je n'ai pas noté R2, R3, je vais le noter tout simplement ici comme étant ici, alors à l'apogée et au périgée. Alors ici, comme c'est le soleil, d'accord, on va noter ici le point le plus proche du soleil, rappelez-vous, le plus proche, c'est le périhélie. D'accord, le périhélie est caractérisé par une distance RP. Donc ça sera RP, la distance périhélique. D'accord. Et là, on aura également donc l'apogée, le point le plus éloigné de la trajectoire. Donc ici, l'aphélie. Donc ici, je notais RA. Ça, c'est un A. Ça, c'est un 0. Ça, c'est un A. A d'aphélie. D'accord. Bon, trajectoire bornée. Il n'y a pas de problème. Trajectoire bornée entre ces deux valeurs de rayon. D'accord. Trajectoire bornée. Donc c'est le cas des planètes du système solaire. On va également citer le cas de la comète de Halley. Ouais, c'est un exo. On va faire ensemble également. La comète de Halley, en fait, c'est une ellipse qui est vraiment très excentrée. À cette trajectoire bornée, on va le c'est un état lié. Ouais. Dire que là, cette fois-ci, le corps céleste ne peut plus s'échapper à l'infini. Heureusement pour nous, heureusement pour les planètes du système solaire d'ailleurs. Et là, on va également admettre le fait que la trajectoire du point M sera une ellipse dont le centre de force O ici occupe l'un des foyers. Voilà ce que je viens de vous dire, finalement, c'est rien d'autre que la loi des orbites, d'accord, de Kepler 1609. Et là, il faudra faire le schéma de la trajectoire elliptique, un peu plus complet. On va revenir sur demi-grand axe, demi-petit axe, équation cartésienne, équation polaire et périhélie, aphélie. D'accord. On y va. Donc, troisième cas, le cas le plus dense, on va dire, le plus long à étudier. Donc, troisième cas de figure. On y va. Donc, ici, à la suite. Troisième cas, on est dans le cas où, voilà, l'énergie mécanique, ici, du point M, elle est notée comme étant égale à EM3 sur le graphe, d'accord, tel que, on va comme le dire, voilà, elle reste supérieure à l'énergie potentielle effective minimale, prise en R0, tout en étant négative. Voilà, donc le cas égal 0 a déjà été étudié, d'accord. Donc là, ok, en fait, voilà, l'énergie mécanique est négative, mais reste supérieure au minimum d'énergie potentielle effective. Ça y est, trajectoire bornée. Trajectoire ici bornée, ouais, du corps céleste. C'est-à-dire que cette fois-ci, voilà, le rayon R n'a pas d'autre choix que d'appartenir à l'intervalle ici RP, noté RP, RA. Entre eux, trajectoire bornée, donc là je donne les termes, ici. Alors pour le soleil Hélios, on a le périhélie. Alors périhélie, n'oublie pas le H. Donc périhélie, ici noté P. De manière générale, on peut également appeler le périgée. Et, donc ça c'est le point le plus proche, P, le point le plus proche, le périhélie de la trajectoire par rapport au soleil. Et le point le plus éloigné, c'est l'aphélie, d'accord, voilà. Également appelé, ça vous connaissez, l'apogée. Voilà. Donc périhélie, périgée, aphélie, apogée. Le phélie est lié au soleil, Hélios. D'accord. Ça, c'est les termes généraux, périgée, apogée. D'accord. Alors ça, c'est un cas très très courant. D'accord. On verra en télé, il y a plein d'exos qui s'intéressent à des trajectoires ici elliptiques. Bah, c'est le cas des planètes du système solaire. Donc c'est le cas des planètes du système ici solaire. Et on va quand même citer le cas de la comète de Halley.
D'accord, ouais. Allez, on y va. C'est pourri. Le cas de la comète de Halley, ici, qu'on verra en exo, c'est l'exo 3 de mémoire de la fiche de TD. D'accord. Exo 3 de la fiche de TD 17. Comète de Halley qui décrit une ellipse ici qui est très excentrée. Voilà. À cette trajectoire bornée, on lui associe un état qu'on qualifie de lié, un état lié. Et là, cette fois-ci, le corps céleste ne peut plus s'échapper à l'infini. Voilà. Donc la différence par rapport à avant, le corps céleste, ici, ne peut plus s'échapper à l'infini. D'accord, ne peut plus s'échapper à l'infini. Ensuite, même chose, on admet, voilà, on admet quoi? Alors on va admettre que la trajectoire du point M, dans le cas où l'énergie mécanique est négative, on va retenir ça, tout en restant supérieur à l'énergie potentielle effective minimale. Donc on admet, pareil, même conclusion, même phrase de conclusion, que la trajectoire du point M. Alors on va retenir, ouais, dans le cas où l'énergie mécanique, on va dire, est négative, d'accord? Voilà, on va retenir ce critère-là, ce sera plus simple pour vous à retenir. Garde en tête qu'elle va être supérieure à l'énergie potentielle effective minimale, sinon ça sera un cercle, on verra. Donc cette trajectoire ici, c'est une ellipse. Voilà. Ça, c'est une ellipse. Alors pareil, ça, connaître par cœur, hein, la nature d'une trajectoire. D'accord? Une ellipse dont le centre de force O, donc une ellipse dont le centre de force O attractif, pardon, ici occupe l'un des foyers. Vous voyez, là c'est l'un des foyers. Voilà. Donc ici, occupe l'un des foyers. Et là, ce que je viens d'écrire, tout simplement, c'est juste une reformulation de la loi des orbites de Kepler. D'accord? Et on est en 1609. Hein. Donc bien avant la deuxième loi de Newton. Ok. Là, il me reste pas assez de place. Vous voyez, s'il vous reste... il me reste combien là? Il me reste même pas 5 cm, on va dire. Hein. Ouais, même pas 5 cm. Ne faites pas le schéma ici, hein, d'accord? Là, ça va être comme moi en bas de page. Vous tournez la page parce que le schéma, il va être relativement grand. Il y aura quand même pas mal d'informations à mettre sur ce schéma. Ok? Donc là, ce que je vous propose, c'est à la suite de faire le schéma de cette trajectoire elliptique et d'y porter toutes les informations essentielles. Ça, on va le retrouver en exo. Donc on y va. On va tracer l'allure de la trajectoire, toujours ici dans le plan cartésien, trajectoire, ici elliptique. Alors, pareil, quelque chose de relativement grand. Hop, voilà, comme ceci. Ah, je ne l'ai pas centré. Si, bon, ça ira. Voilà. Alors, ça sera le centre du plan cartésien. C'est également le centre de l'ellipse. D'accord. Voilà, je ne vais pas mettre O parce que O, c'est déjà réservé ici au Soleil. Bon. Alors les foyers, sachez que les foyers d'une ellipse, ils sont symétriques par rapport à l'origine. D'accord? Donc je vais prendre ici, vous voyez, je vais prendre par exemple, donc si je me mets, voilà, comme ceci, allez à 6 c'est bon, ouais c'est bon, donc 6 cm, 6 cm, voilà. Donc j'ai deux foyers, symétriques par rapport à l'origine du repère, donc là j'ai déjà placé, voilà, le point O. Donc ça sera le soleil, le centre du soleil, ici je le place ici. Maintenant, ce que je dois faire, c'est faire apparaître ici une ellipse. D'accord? Deux foyers ici, un foyer ici à droite, je place ici le soleil. À gauche, je n'utilise pas ce foyer. Et je vais faire apparaître directement une ellipse. D'accord? Donc on y va. Alors j'ai directement le foyer ici et ici. Je vais faire apparaître le périhélie. Donc le périhélie forcément sera ici à gauche. Bon, je peux déjà anticiper le point le plus proche de la trajectoire pour faire quelque chose de correct. On va essayer du moins. Donc le point P, voilà. Et on va ici, voilà, représenter. Alors je vais prolonger ici un peu à gauche. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Alors. Donc une ellipse, hein, c'était un cercle qui est vraiment aplati. Ouais. Hop, et on va revenir ici. Ça a l'air d'être correct. J'espère ne pas devoir effacer. Ouais, nickel. Oh, ça va, ça va, ça va. Très bien, bah, je vais repasser en rouge. On repasse en rouge. Voilà, cette ellipse. Voilà. Comme ceci. Hop, 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 hop. Trajectoire. Je la flèche en même temps. Je profite de la flécher
pendant que je repasse, oui, du premier coup, hein, je n'ai pas besoin d'effacer, hein, c'est pas comme au tableau. Bien, je m'améliore. Donc, ici, on va faire apparaître un point M, voilà, on y va. Voilà. Donc ça, c'est le corps céleste, hein. Ici, ça peut être une planète, ici, voilà. Ou la comète 2, allez. Bon. Alors, si j'ai fait apparaître ici le point le plus proche le plus proche pardon, du centre de force, on fait également apparaître le point le plus éloigné du centre de force, qui est ici l'aphélie, d'accord. Donc, périhélie, d'accord. Là, sur la trajectoire, on est au plus proche du centre de force. Et l'aphélie, là, on est vraiment au plus loin du centre de force, hein, quand on est sur une trajectoire ici elliptique. Bon, alors on a déjà parlé, ici, ensemble, il apparaît des certain nombre de paramètres, hein, géométriques. On l'a déjà vu dans l'exo sur le théorème du moment cinétique. Ce que j'ai déjà rappelé, c'est l'équation cartésienne. Donc j'ai un peu de place ici en bas à gauche. Ici, je vais rappeler l'équation cartésienne d'une ellipse. Allez. Voilà, l'équation cartésienne d'une ellipse. Pourquoi? Parce qu'on est en plan x, o, y. D'accord? Alors, ouais. X, o', y, d'accord? Bon. Donc l'équation cartésienne, on y va. Je vous rappelle, c'est x2 sur a2 plus y2 sur b2, d'accord, égale à 1. Ça, c'est l'équation cartésienne d'une ellipse. Et ça me permet de définir a et b. Ouais. Où a, on y va. On va noter en dessous en rouge. A est le demi-grand axe de l'ellipse. Donc A, c'est le demi-grand axe de l'ellipse. Alors ce demi-grand axe de l'ellipse, je le représente ici en vert. Ici, le demi-grand axe de l'ellipse, il est compté par rapport au centre de l'ellipse. Ça, c'est le centre de l'ellipse. Et le demi-grand axe, il sera ici. Donc, je représente en vert. Et cette distance-là, du centre, voilà, au périhélie. Ça, c'est A. D'accord? Alors, je ne vais pas été jusqu'au bout, mais là, vous avez, voilà. Là, c'est le demi-grand. Et quand on fait 2 fois un demi-grand, wow, 2 fois un demi-grand, ça vous donne le grand axe. Donc, demi-grand axe, le grand axe, il est là. Donc, AP, la distance AP. En fait, en distance entre ici, l'aphélie et le périhélie, c'est 2A. Tout le monde le voit, là, on a A, et là, on aura A. Donc, je vais la placer, hein, parce que ça m'énerve de pas... Voilà, je vais passer O', voilà, le centre, ici, de cette ellipse. Parce que tout le monde voit que finalement, distance entre ici, aphélie et périhélie, c'est 2A. Et 2A, c'est 2 fois le demi-grand, et 2 fois le demi-grand, c'est le grand axe. Je fais pareil avec petit b. Petit b, bah b, tout simplement, ouais, petit b. Ça sera le demi-petit. C'est le demi-petit. Demi-petit axe de l'ellipse. D'accord? Demi-petit axe de l'ellipse. Alors, ce demi-petit, il est où, ce demi-petit axe? Bah, ce demi-petit axe, il est là-haut, j'en ai déjà parlé. À distance, ici. Voilà, pareil, je vais plus mettre des lettres. Bon. Voilà. Ça, c'est le demi-petit axe, ici à ici. Et quand on fait ça plus ça, donc cette distance-là, totale, ça sera 2 fois le demi-petit, ça sera, d'accord, le petit axe. D'accord? Donc, petit axe, grand axe, demi-petit axe, demi-grand axe. Bon. Alors également une autre grandeur qui peut apparaître dans certains sujets, certains problèmes, c'est ce qu'on appelle la demi-distance interfocale. Bon, je la note, je la donne quand même. On la note C, donc je vais rajouter une lettre C, petit c, de O' à O. Donc O', c'est bien, je rajoute un. Alors là, voilà, là je vais mettre la flèche ici, de là à là j'ai C. Vous voyez? D'accord, donc en fait, A, mettons que j'ai rajouté O', A demi-grand A. Donc A, simplement, c'est O', P. Voilà. Donc je peux mettre, allez, j'aime bien, je vais mettre un H, petit b, O' H. D'accord, voilà. J'ai noté ici en côté, on définit également donc un autre paramètre de l'ellipse, ce qu'on appelle la demi-distance interfocale. La demi-distance interfocale, en fait, c'est la distance que l'on retrouve, d'accord, également ici. Le fait que O', eh bien, ici, c'est le centre de l'ellipse, d'accord, c'est la distance entre le centre et le foyer. Demi-distance interfocale, d'accord, petit c. Alors ça vous sera donné dans l'énoncé, pardon, je ne l'ai pas dit, mais on vous donnera les caractéristiques ici géométriques. C, d'accord, ça sera O', O, d'accord, voilà. Demi-distance interfocale. Donc c'est la distance entre le centre de l'ellipse, O' et l'un des foyers. Bon,
Voilà pour les paramètres géométriques, parce qu'on va les retrouver ça. Ensuite, dans notamment, donc ça, oui, c'est l'équation cartésienne, dans le plan x ou y, dans le plan x au prime y, pardon. Par contre, vous doutez bien que dans une trajectoire elliptique, d'ailleurs on l'avait vu dans l'exo sur le théorème du moment cinétique, le point M, on ne va pas le repérer, enfin on peut le repérer en coordonnées cartésiennes, là on aura des équations paramétriques, x de t, y de t, bon bref. Mais le plus simple, je pense, ici, la plupart du temps, on va passer en repérage polaire. Et quand on passe en repérage polaire, on n'a pas besoin de ça. On ne va pas utiliser une équation cartésienne d'une ellipse, on va plutôt utiliser une équation polaire d'une ellipse dans un repérage polaire. Ça c'est pour un repérage cartésien, on parle d'équation cartésienne. En repérage polaire également, on va adopter un repérage polaire. Pourquoi? À chaque instant, le rayon vecteur soleil-planète ou soleil-comète, c'est OM. Le voici, le rayon vecteur, ici. Et là, vous voyez, ça c'est quoi? Ça c'est R de t. Voilà, R de t. Voilà, OM. Et je vais faire apparaître un angle. Ouais, voilà, cet angle θ, il est ici orienté, d'accord, de cet axe OX vers le vecteur position. Donc là, c'est l'angle θ. Voilà. Voilà. Donc là, on trouve la configuration repérage polaire, R de t, θ de t. OK. Et là, voilà, on peut également donner l'équation, non pas cartésienne, mais l'équation polaire. Alors, je vais la mettre en dessous quand même. Ouais. Voilà, donc l'équation polaire d'une ellipse. Alors, comment voilà, la donner, parce qu'on en parle en exo, donc autant vous la donner en cours, comme ça en exo on sera un peu plus rapide. L'équation polaire d'une ellipse, alors ça sera du R de θ. Ouais, donc R en fonction de θ, donc R en fonction de θ, R rayon polaire, θ angle polaire, ça sera P divisé par 1 plus E cos θ. Alors vous allez me dire, oui, ça fait apparaître de nouvelles notions, en effet, d'accord, et ça on le retrouve souvent dans les sujets. Voilà, où il apparaît deux grandeurs. Il apparaît P et E. Alors P pour paramètre, E pour excentricité. Ouais. Donc P est ce qu'on appelle le paramètre de l'ellipse. Paramètre de l'ellipse, pareil, ça ne prenez pas. D'accord, P, je vous le donne pour information, c'est B carré sur A. Le paramètre de l'ellipse est lié ici au demi-pitaxe et au demi-grand axe par la relation P égale B carré sur A. C'est ce qu'appelle au numérateur. Le E c'est ce qu'on appelle l'excentricité. Excentricité, ouais. Excentricité de l'ellipse. Voilà. Excentricité ici de l'ellipse. Telle que finalement l'excentricité soit donnée par la relation, pareil, E égale C sur A. Vous ne la prenez pas, sera donné. Donc c'est le rapport finalement de la demi-distance interfocale divisée par le demi-grand axe de l'ellipse. D'accord? Alors, pour une ellipse, sachez que pour une ellipse, l'excentricité ici, pour une ellipse, E sera inférieur à 1. D'accord? Le cas limite, excentricité nulle pour un cercle. Donc E égale 0 pour un cercle. Voilà, pour un cercle. Bon, tant que j'y suis, je continue. En fait, l'excentricité de l'ellipse en fait, est également définie pour une parabole et une hyperbole. Ouais, une parabole et une hyperbole, ce sont des familles, c'est ce qu'on appelle la famille des coniques, et non pas des comiques, hein, attention, hein, coniques, avec un N. Et en fait, pour ces coniques, on a la même équation polaire. C'est-à-dire que pour une parabole ou une hyperbole, on aura la même équation polaire. Ce qui va changer, ça sera ici, forcément les paramètres et l'excentricité. L'excentricité, par exemple, pour une parabole, il vaut 1. Voilà, pour une parabole, l'excentricité égale à 1. Ça, on vous l'aura également dans l'énoncé. Et pour une hyperbole, l'excentricité sera supérieure strictement à 1. D'accord? Voilà. Donc ça, pareil. Hein. Hop, je marque. D'accord? Ce sont des données au pluriel. Données de l'énoncé. D'accord? Bon. Alors oui, attention, cette équation polaire, vous voyez, elle n'est valable que si vous prenez, évidemment, hein, l'origine du repère polaire, ici, hein, au centre de force. Au foyer O. D'accord? O étant le centre du soleil. D'accord? Bien. En fait, ça, cette expression, on l'a déjà même vue en cinématique. Hein. J'avais proposé l'étude d'un satellite en repérage polaire, je vous avais donné ça. Ça, c'est pas mal parce que vous retrouvez deux choses. Vous retrouvez l'expression ici de la distance périhélique, aphélique, parce que là, à partir de ça, vous retrouvez deux choses très importantes, et on en aura besoin en exo. D'accord? Donc, ça permettra ici de gagner du temps sur l'exo, ce que ça aurait été fait en cours.
On retrouve alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve le fait que, voilà, la distance qui sépare le Soleil du point P, d'accord? On a au périhélie. Est-ce que tout le monde voit qu'au périhélie, finalement, on a Hermine? Ça, c'est Hermine, d'accord? La distance minimale entre la planète et le Soleil, cette distance minimale, Hermine, c'est la valeur de R lorsque θ est égal à 0, tout à fait. Donc en fait, on retrouve alors deux choses. Le fait qu'au périhélie, on a ici une coordonnée RP, que je note RP, hein, égale la valeur de R lorsque θ égale à 0. Alors lorsque θ égale à 0, cos de 0, ça fait 1. Donc il nous restera P sur 1 plus E. Et ça, c'est R min. D'accord? On retrouve ceci. Et on retrouve également autre chose, pardon. D'accord. Également, alors j'ai noté avec un A majuscule, ou je ne sais plus comment j'ai noté. Peu importe, ici, voilà, à la Félie, d'accord. On a ici une valeur de R, on regarde le schéma, ici, au point A, θ vaut combien? Θ vaut pi radian. Donc si θ vaut pi radian, on aura ici du 1 moins E au débiateur. Donc c'est la valeur de R lorsque θ égale pi radian. Donc on a P divisé par 1 moins E. Et ça sera R max. D'accord? Voilà. Directement R max. Donc ça, voilà. Ça, c'est pas perdu, au contraire, on va le retrouver en exo, on en aura besoin dans les exos qu'on va traiter ensuite ensemble. D'accord? Voilà, donc cas le plus complet, hein, le cas de la trajectoire elliptique, hein, d'une planète ou de la comète de Halley autour du centre de force, ici, autour du centre du Soleil. Dernier cas de figure, pour terminer cette partie courte, je regarde 1 heure, ouais, bien, très bien. Le cas où finalement, le cas limite, le cas où l'énergie mécanique sera égale à la valeur minimale d'énergie potentielle effective. Donc on est ici, on va prendre un quatrième et dernier cas, on est là, donc EM4. EM4, l'énergie mécanique reste négative, mais cette fois-ci, elle est égale à K sur 2 R0, valeur minimale d'énergie potentielle effective. D'accord? Donc on y va, on enchaîne sur le quatrième cas. Donc, ça, je peux retirer. On y va. Si l'énergie mécanique égale, voilà, donc quatrième cas. Le cas où l'énergie mécanique du point M dans R est égale à EM4. Voilà, ça c'est l'énergie potentielle effective minimale prise en R égale R0. D'accord? Voilà. Je note, hein, énergie potentielle effective minimale. Voilà, la valeur minimale. Et ben dans ce cas-là, si on regarde sur le graphe, je ne l'ai pas dit, hein, il n'y a qu'une seule valeur de R possible. On regarde, ben, c'est la valeur ici de R0. D'accord? Si, voilà, l'énergie mécanique est strictement égale à K sur 2R0, la seule valeur de R possible c'est R0, R0 étant constante. Si R0 est constant, enfin R également, c'est-à-dire que là, forcément, l'énergie cinétique radiale est nulle, l'état est lié. On aura donc une trajectoire qui sera circulaire, de centre haut et de rayon R0. R0, rappelez-vous, c'est moins mc carré sur K. D'accord? Donc voilà, donc ce qu'on va ici noter en conclusion, c'est un cas d'étude qui sera beaucoup plus rapide. Alors ça, typiquement, autant que les trajectoires elliptiques, ça fera l'objet du chapitre du paragraphe suivant, un grand 4, étude du mouvement elliptique des planètes autour du Soleil. L'étude de la trajectoire circulaire, c'est l'étude de la trajectoire circulaire des satellites autour de la Terre. Ce sera le dernier paragraphe de ce chapitre, grand 5. On est dans ce cas-là où l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective minimale. Donc on a noté que seule la valeur, voilà, R égale R0, hein, d'accord, qui était constante, je vous rappelle à moins mc carré sur K, est possible. Donc seule cette valeur elle est possible. Et dans ce cas, si R est constant, je vous rappelle R point est nul, dans ce cas-là, 1 demi de M R point carré est également nul, et l'énergie cinétique radiale, on va noter cette fois-ci, radiale, hein, je n'ai pas dit orthoradiale, parce que l'orthoradiale, elle est comprise dans l'énergie potentielle effective. Là, l'énergie cinétique radiale, elle est nulle. D'accord? On a donc un état qui est lié. D'accord? Voilà. État lié. Et pareil, hein, ici, voilà, on admet, même chose.
que la trajectoire du point M, dans le cas où l'énergie mécanique du point M, dans R, on va noter, alors, on va peut-être noter comme ceci, est égal à l'énergie potentielle effective minimale, pour vous que vous puissiez retenir assez facilement, d'accord. La trajectoire, elle est circulaire. Voilà, donc là, il ne faut surtout pas parler d'hyperbole, de parabole, d'ellipse. Donc dans ce cas, ici, particulier, mais important également, hein, pensez au satellite, trajectoire circulaire, de centre haut, d'accord, et de rayon, voilà, R0. Voilà. Bon, la seule différence avec les satellites terrestres, hein, c'est que le centre de force, ce n'est plus ici le Soleil, mais le centre de la Terre. Alors par contre, la constante des airs nous donne une information supplémentaire. Puisque le rayon étant constant égale à R0, la constante des airs vous dit, oui, mais à tout instant, le produit R carré θ point est constant. Donc si R est constant, θ point l'est également. C'est-à-dire que la constante des airs va imposer une vitesse angulaire constante. Ça, on va le noter, c'est important. C'est-à-dire que la constante des airs, on rappelle, issu de la conservation de la norme du moment cinétique, à tout instant, le produit R carré θ point est constant. Si R est constant, θ point l'est également. Donc cette constante des airs, elle impose une vitesse angulaire constante. Alors ça, on va le retrouver également, hein, l'étude du mouvement des satellites autour de la Terre. Là, vous savez poser le PFD hein, sur une trajectoire circulaire, donc ça, on va le retrouver par projection du PFD selon le θ. Ici, conclusion, mouvement circulaire uniforme. Voilà, mouvement circulaire uniforme. Pareil, pour moi ça a été un peu plus dur je pense, ouais, cette fois-ci, de représenter ici pareil dans le plan X ou Y, enfin, ici, voilà, la trajectoire circulaire, donc X, Y, alors j'avais une O', je vais noter O', sauf que là, O' égale à S. Ah ah, voilà. Il n'y a que là, voilà, le point S, le soleil, hein, centre de force, il est ici. D'accord. Donc ça, O' égale à S, ça c'est le soleil. Bon. Hop, hop. Et il faut représenter une trajectoire circulaire hein, du point M autour de S. On y va, c'est parti. Soignez le jour s'il vous plaît. Voilà. Donc trajectoire circulaire. Ouais, ça va, pas mal. On repasse en rouge. On repasse en rouge la trajectoire circulaire. Sans déborder. Voilà. On la flèche. Tant qu'à faire. On va la flécher ici arbitrairement dans ce sens-là. On fait apparaître la position du point à un instant T. D'accord. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'on fait apparaître? Le rayon de trajectoire qui est constant. Mais ce rayon, attention, ne notez pas R de T. Hein. Vous pouvez noter R de T, mais R de T égale à R0. Donc là, on a R0. Et on aura, voilà, θ de T. Voilà. Alors ça peut être le cas, par exemple, de la Terre. Soit on dit la Terre, ici, est en orbite quasi circulaire autour du Soleil. C'est le cas, puisque son excentricité est très faible. Elle est de l'ordre de 0,02. Donc ça, oui, effectivement, première approximation, hein, c'est le cas de la Terre, ici, en révolution. Ouais. Rappelez-vous, en début de chapitre, je vous dis qu'on va négliger les mouvements de rotation propres. Là, par exemple, dans l'étude de ce problème simple, d'accord, on va négliger le mouvement de rotation propre de la Terre devant ce mouvement de révolution de la Terre, ici, autour voilà, du Soleil. D'accord. Alors, pourquoi a-t-on un mouvement circulaire de centre S? Puisqu'en fait, l'excentricité ici, elle est relativement faible. Donc, excentricité. Donc l'excentricité E de la trajectoire de la Terre autour du Soleil, je vous la donne. Ici, elle est de l'ordre de 0,02. Ouais, d'accord, c'est faible, vraiment faible. D'accord, raison pour laquelle on approxime souvent la trajectoire de la Terre ou du Soleil à un cercle. Alors, l'excentricité 0,02, d'accord. Et le rayon R0, vous le connaissez. R0, on va prendre en moyenne 150 millions de kilomètres. Ça, c'est l'unité astronomique. Ça, par contre, il faut connaître. Hein. En moyenne, ici, le rayon R0. Ici, on va prendre 150 millions de kilomètres. D'accord. Voilà. Pour le rayon de la trajectoire circulaire, par contre, de la Terre autour du Soleil.
D'accord? Donc un mouvement qui est circulaire uniforme, ça c'est lié à la constante des airs, C égale R carré θ point. D'accord? Voilà. Donc 4 cas d'étude, bilan. Bilan, on va le noter, ce qu'il faut retenir ici, après c'est 1h10 de cours. Le bilan, d'accord, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le signe de l'énergie mécanique fixe va permettre de vous renseigner sur la nature de la trajectoire. Donc ce qu'il faut vraiment retenir de tout ce qu'on a fait ici en plus d'une heure, voilà, donc ça permettra de clôturer ce 3e paragraphe. Retenez absolument que le signe de l'énergie mécanique ici, alors ça, rappelez-vous, l'énergie mécanique elle est constante, d'accord, ça va être constante, vous pouvez l'obtenir grâce aux conditions initiales. Donc ça, vous pouvez obtenir le signe de l'énergie mécanique assez facilement, si on vous donne les conditions initiales, bien évidemment. Le signe de cette énergie mécanique renseigne sur la nature de la trajectoire. Et on fera ensemble, hein, il y a pas mal d'exos, de fiches D, et pas mal de sujets de concours, d'accord. Je vous ai préparé des sujets de concours blanc également, que je vais vous donner. Alors, il y a toujours des questions, voilà, on va d'évaluer l'énergie mécanique et de commenter son signe et donner, voilà, la nature de la trajectoire. Bah, en effet, si vous trouvez ici une énergie mécanique strictement positive, bah, la trajectoire sera une branche hyperbole, d'accord, dont le centre de force occupe le foyer le plus proche. Si, voilà, je répète, l'énergie mécanique du point M est strictement positive. Voilà. L'énergie mécanique strictement positive, trajectoire hyperbolique. Si l'énergie mécanique est nulle, rappelez-vous, voilà, on redescend dans les valeurs d'énergie, trajectoire parabolique. Si l'énergie mécanique du point M dans R est égale à 0. Et, 3e cas de figure, elliptique. Si, voilà, l'énergie mécanique est négative, alors ça c'est vraiment grossier, on dit qu'elle est négative, mais il faut qu'elle reste supérieure, voilà, à cette valeur minimale. Et circulaire, dernier cas de figure, si l'énergie mécanique du point M dans R est égale à l'énergie potentielle effective minimale. D'accord? Donc voilà, bilan de tout ce que l'on a fait ensemble cet après-midi, hein, sur ce cours sur les forces centrales. Ben voilà, le signe de l'énergie mécanique va vous donner ici la nature de la trajectoire. Donc ici, c'est la famille, je vous rappelle ici, des coniques. Donc la famille des coniques avec un N, d'accord? Voilà. Hyperbolique, parabolique, elliptique et circulaire. Et remarquez qu'en fait, les seuls états liés, ici, ils sont où? Ils sont liés à une énergie mécanique négative. Donc là, je vais mettre une petite aqualadie à gauche. Ce sont les seuls états liés. Ouais. Ce sont les seuls états liés dans le cas d'une force centrale conservative newtonienne attractive. Donc seuls états liés d'une force centrale, je vous rappelle force centrale, conservative, newtonienne, attractive. D'accord? Ok, donc là on a ces deux états, l'énergie mécanique négative et l'énergie mécanique égale à l'énergie potentielle effective minimale, cas d'une trajectoire circulaire. Alors je regarde le temps, 1h13. Ouais, ça nous laisse le temps quand même, il y a un peu de temps je pense pour aborder un ou voire 2 exos de la fiche, on va voir hein, ici. Voilà, sachant que j'avais posté ici une séance d'exos qui dure une demi-heure, après bon, vous la regarder une autre fois, c'est pas gênant. J'aimerais bien regarder avec vous, là on a un peu de temps devant nous, l'exercice numéro 4. Ah, j'aime bien l'exercice numéro 4, dans la mesure où il y a plein de données, on vous donne plein d'informations, d'accord, mais toutes ne sont pas forcément utiles à la résolution du problème. Je m'explique. On va lire ensemble l'énoncé, d'accord? Donc on va garder ce cours hein, ici sous le coude, on en aura besoin pour traiter ensemble voilà, le TD. Alors, exo numéro 4 de la fiche de TD sur la comète C2004 Q2. On y va, donc cet exo pour moi on l'aura traité ensemble, hein, d'accord? Voilà, comme ceci. Alors, pareil, on va y réfléchir ensemble dans le temps imparti. Alors, on lit l'énoncé ensemble. On a ici une comète Mach-Holtz, comète C2004-Q2, découverte le 27 août 2004 par un astronome amateur, Donald Edward Malcox, en Californie avec un télescope de 150 mm, alors que l'astre présentait une magnitude de 11,8. Ouais. Cette comète passant à proximité du Soleil est soumise à l'interaction gravitationnelle et décrit une trajectoire parabolique.
Ah, ce qui est important, vous voyez, déjà, trajectoire parabolique dont le Soleil est l'un des foyers. Donc on a une force centrale, conservative, newtonienne, attractive, trajectoire parabolique dont l'un des foyers est le Soleil. Ensuite, on vous dit que cette comète allait passer au plus près du Soleil à une distance r périhélique à 0,348 unités astronomiques le 5 janvier 2005 avec une magnitude maximale prévue de 4,1. Waouh, 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 waouh. Elle devint alors visible à l'œil nu dans la constellation du Taureau, avec un passage à 2 degrés de l'amas des Pléiades le 7 janvier. Bon, en utilisant les propriétés de la trajectoire de la comète, déterminer la vitesse de la comète à son périgée. Donc on veut la vitesse de la comète à son périgée, voilà, sachant qu'on vous rappelle la donnée de l'unité astronomique, la masse du Soleil, la constante de gravitation universelle. Bon, alors, cet exo numéro 4, il peut paraître vraiment déconcertant, parce qu'il y a plein de données numériques, mais en fait, il n'est pas si compliqué que ça, parce qu'il y a plein de données qui servent à rien. C'est fait exprès, hein, d'accord. Donc là, je l'ai rédigé de manière à ce que vraiment, il y a plein de données qui sont totalement inutiles. Ce qu'il faut vraiment exploiter, c'est ce qu'on vient de voir, d'accord. Le signe de l'énergie mécanique, d'accord, renseigne sur la nature de trajectoire. Là, vous savez que la trajectoire, elle est parabolique, donc nécessairement, l'énergie mécanique, ici, qui, en plus d'être constante, elle s'annule. Donc exercice numéro 4, on y va ensemble. Exo numéro 4 de cette fiche de TD. Bon, c'est bon, tout le monde voit, ouais, c'est visible. Le système, pareil, alors on peut faire une rédaction hein, plus ou moins complète. Donc on a un point matériel M, donc c'est la comète. Hein. Ici, c'est 2004 Q2. Assimilée à un point matériel, on va prendre son centre de masse. Et elle est soumise, hein, évidemment, dans ce problème uniquement, soumise uniquement ici, à la force ici d'interaction gravitationnelle. D'accord. Cette force gravitationnelle, je vous rappelle, c'est une force qui est centrale, conservative, newtonienne, ouais, on a un champ en K sur R carré, d'accord, et attractive. Ce que j'ai mis il y a quelques secondes, hein, sous la forme FCCNA, force centrale conservative newtonienne attractive. Ouais, de la part du Soleil. Et vous savez également que par application du théorème de l'énergie mécanique, je ne vais pas le refaire, vous savez que l'énergie mécanique est une constante. Et cette énergie mécanique, rappelez-vous, l'énergie mécanique de la comète, d'accord, dans la force considérée, c'est 1/2 de mv carré, d'accord. Là, je ne précise pas le système de repérage, tout simplement, voilà, c'est 1/2 de mv carré, plus l'énergie potentielle en moins g, masse de la comète, ça c'est un petit thème, masse de la comète, masse du Soleil, ms, c'est grand ms, je vérifie, ouais, c'est grand ms, divisé par r, attention, 1 sur r, et ça c'est une constante, d'accord, constante qu'on peut déterminer grâce aux conditions initiales. Bon, c'est pratiquement terminé, puisqu'en fait ici, on vous demande la vitesse de la comète au périgée. Vous savez que la trajectoire est parabolique. Cette trajectoire est parabolique, cette constante, ici, est égale à 0. Ouais. L'énergie mécanique est nulle pour une trajectoire parabolique. Et une fois que vous avez la constante comme étant égale à 0, il suffit d'évaluer l'énergie mécanique en quel point au périgée, d'accord, caractérisé par un rayon RP, une vitesse BP, pour déterminer la vitesse de la comète au périgée. Terminé. Donc ce qui est important de retenir, c'est ce que j'avais souligné, la trajectoire parabolique dont le Soleil est l'un des foyers. Donc avec une trajectoire ici, avec une trajectoire parabolique, voilà. Qu'est-ce que ça implique? Que l'énergie mécanique de la comète est nulle à tout instant. Voilà, voici notre équation. Hein. On sait que l'énergie mécanique est nulle. Il suffit d'évaluer l'énergie mécanique. J'ai bien, il suffit d'évaluer l'énergie mécanique de la comète au périgée. L'énergie mécanique de la comète au périgée. Pareil, volontairement, je prends le temps de tout noter. Hein, d'accord, comme je le faisais au tableau, plus ou moins. Périgée P. Alors, caractérisé par, je notais un rayon RP et une vitesse BP. D'accord. C'est pas les coordonnées du point P, attention. Hein. Simplement, au périgée, on a un rayon RP, une vitesse VP. Et on ne perd pas de vue. On veut faire quoi? On veut déterminer.
pour déterminer sa vitesse. Ce qu'on veut, c'est la vitesse VP au périgée. Voilà. Bon, bah, ça c'est facile. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que la quantité précédente, au périgée, ici, s'annule. À savoir, on aura 1 demi de M VP carré moins GMMS sur RP égale à 0. Voilà, terminé. La vitesse au périgée, que vaut-elle? Alors, on peut simplifier par... Alors, ce qui est remarquable, vous voyez, c'est indépendant. La vitesse ici sera indépendante de la masse de la comète. Voyons, on simplifie par M. On va trouver que la vitesse de la comète au périgée, d'accord, donc c'est en un point particulier, la trajectoire elliptique. Je vous rappelle, ici le schéma, je l'ai rangé ou pas? Le schéma, vous l'avez sous les yeux, hein. En fait, ici, non, c'est pas celui-ci. Parabole, où es-tu? Parabole. Voilà, parabole, ici, voilà, c'est l'exo numéro 4, je l'avais dit, en plus j'ai noté exo 4 du TD17. En fait, on cherche ici directement la vitesse en ce point-là, hein, d'accord, au point P, d'accord, à distance minimale d'approche, quelle est la vitesse, voici la comète, d'accord, sur une trajectoire parabolique, le centre de force, le soleil haut, donc je cherche la vitesse en ce point-là, uniquement ce point-là, d'accord. Donc la vitesse BP, on y vient, donc ça fait 2G, 2GMS, je divise par RP, je prends la racine carrée, voilà, donc ça j'encadre. Est-ce que tout est donné? Est-ce que tout est donné? Oui, tout est donné d'ailleurs, d'accord, on vous donne RP qui vaut 0,348 UA, le GMS, tout est donné. Donc l'application numérique, ici, vous donne, voilà, application numérique, ici tout simplement, 42 km par seconde. Donc je note en dessous, pardon, l'application numérique, on a 42 km par seconde. Donc vous voyez, il ne faut pas se laisser surprendre par un exercice où il y a plein de données. D'accord, on peut s'y perdre, mais toujours se rattacher ici, voilà. Si on vous donne la nature de la trajectoire, forcément, ça vous donne une indication sur le signe, et qui plus est, qui dit trajectoire parabolique, dit forcément énergie mécanique égale à 0. Ça, il faut vraiment bien le retenir. Ça nous permet ici de déterminer très rapidement la vitesse de la comète ici au périgée. D'accord? Bien. Je regarde 1h20. Ouais, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. 1h22, ouais. Juste quelques mots quand même sur l'exercice numéro 3, la comète de Halley. Allez, on y va. Comète de Halley. La belle comète de Halley, ici, voilà, l'exercice numéro 3 également qu'on aura traité ensemble, d'accord? Parce qu'il y a vraiment plein d'exos. J'ai plein d'exos à vous proposer sur ce thème-là. Donc un petit point historique, hein, vous voyez, donc première observation 1682, d'accord. Et là, vous voyez 1986, hein, vous n'étiez pas encore né, hein, moi oui. La comète de Halley est maintenant attendue en 2061. Donc on sait aujourd'hui que la comète de Halley suit une trajectoire, vous voyez, elliptique, de période de révolution autour du Soleil de 76 ans. Sa distance minimale au Soleil, ce qu'on appelle le périhélie, vaut d min égale 0,59 UA. Ouais, je repasse avec vous les données ici importantes de l'énoncé, hein, d'accord. Donc on vous donne la trajectoire elliptique, on vous donne la période de révolution, 76 ans, et on vous donne également ici la distance minimale au Soleil, ce qu'on appelle le périhélie. D'accord. Voilà. À partir de ces données, j'ai mis une agrafe. À partir de ces données, voilà, faire un schéma de la trajectoire indiquant la position du Soleil, d'accord, et ici directement la valeur de Dmax. Déduire de la troisième loi de Kepler la plus grande distance au Soleil. Donc en fait, on vous demande d'en déduire Dmax, la distance à l'aphélie. Donc je rappelle, troisième loi de Kepler, t carré sur, ici a cube, hein. T carré sur a cube égale 4pi carré sur GMS. Il faut en déduire Dmax. Et après, on vous dit, voilà, l'ellipse, c'est une conique, d'accord. Déterminer le paramètre P et l'excentricité E de la trajectoire de la comète de Halley. Alors, le schéma, on vient de le faire, on ne va pas perdre de temps, il est dans le cours, je vous l'ai donné, d'accord. La comète de Halley, d'accord. Alors, je vais vous le donner ici directement, voilà, à l'écran, voilà. Donc, pareil, la comète de Halley, c'est numéro 3 de la fiche de TD, on avance. Donc, trajectoire qui est elliptique, donc je vais remodifier le réglage de la caméra, d'accord. Trajectoire elliptique de la comète de Halley autour du Soleil. Donc, même schéma que précédemment. Là, le Soleil, c'est le centre de force qu'occupe l'un des foyers. Alors, le centre de force S, le Soleil, il est ici. Trajectoire elliptique,
en rouge. Je fais apparaître ici le demi-grand axe A, le demi-petit axe B, d'accord, le repérage polaire, d'accord, R de T, θ de T, c'est une trajectoire qui est elliptique. C représente ici le point matériel, donc le centre de masse de la comète, le périhélie, d'accord, et l'aphélie. Ok. Alors je fais également apparaître des mines des max qu'on demande dans l'énoncé. Des mines, c'est la distance SP, centre du soleil, périhélie, et des max, SA, centre du soleil, aphélie, SA. D'accord? Voilà. Et là, on vous demande de déterminer des max. D'accord? On vous donne des mines, et on vous donne une période de révolution. Bon, on vous guide, hein, parce que pour déterminer des max, cette distance-là, à partir de des mines et la période de révolution de la comète autour du soleil, on doit vous guider hein, sur la loi des périodes de Kepler, ici 1618. Bah, cette loi, ici, hein, va vous permettre de déterminer, vous voyez, le demi-grand axe de l'ellipse, hein, ici, et donc directement des max. Oui, est-ce que vous avez accès à A? Alors, pardon, excusez-moi pour le petit réglage ici, voilà, de la caméra. C'est que je parle, des fois, je n'aurai pas forcément la caméra. D'accord, voilà. Donc, loi des périodes, 1618. Qu'est-ce que l'on a? T carré sur A cube égale 4 pi carré sur GMS. En fait, vous avez retenu que, bon, ça on va le retrouver. Hein. On le retrouvera mardi prochain. T carré sur A cube est une constante. En fait, cette constante, elle vaut quoi? Elle vaut 4 pi carré sur G fois la masse du centre de force. En première approximation. Hein, d'accord? Voilà. Donc T carré sur A cube égale 4 pi carré sur GMS. J'isole A. Cette relation me donne le demi-grand axe, me donne A. A, il est là. Ici, hein, de ce point A par exemple, au centre de l'ellipse. Bah, A c'est T carré, T je connais, G je connais, ma seule je connais, d'accord? Donc exposant ici un tiers, donc je peux connaître A. Mais en fait, A il est lié à des max et des mines, puisqu'en fait, quand on fait un demi-grand axe plus un autre demi-grand axe, on a un grand axe, et un grand axe, c'est 2A. Mais 2A c'est des mines plus des max. Donc 2A c'est des mines plus des max. Ah, c'est terminé. J'isole des max. Des mines, je connais. Ah, je le connais. D'accord? Voilà. Donc, on a des max égales à ceci. D'accord? L'application numérique me donne une valeur de 5,3 10 puissance 12 mètres que je convertis en unité astronomique. D'accord? Donc là, oui, on devait vous guider. Hein. Forcément, pour passer ici, pour déterminer la valeur de Dmax, oui, on vous donne des mines. Il fallait forcément passer par le demi-grand axe A, donc le grand axe A, donné par la troisième loi de Kepler. D'accord, la loi des périodes 1618. D'accord? Bien. La suite de l'exercice, on vous demande le paramètre P ici est l'excentricité de cette trajectoire elliptique. On en aura terminé avec cet exercice. Ben, on reprend ce qu'on a vu en cours. Au périhélie, à l'aphélie, en θ égale à 0, je suis au périhélie à des mines telles qu'on est R en 0, en θ égale à 0 vaut P sur 1 plus E. Pareil en pi, en θ égale à pi à l'aphélie, c'est le calcul qu'on a mené il y a, on va dire, 20 minutes. Ça, c'est P sur 1 moins E. Et en fait, je vais isoler E. Pourquoi? Je vais isoler E parce que P, je ne l'ai pas. P, on me le demande également. Donc P est une inconnue. On me demande E. Et je connais des mines et des max. En fait, je peux faire le rapport. Si vous faites le rapport des mines sur des max, l'avantage, c'est que ça va vous libérer la contrainte sur P. Si on fait le rapport des mines sur des max, on n'a plus la contrainte sur P, qui est une inconnue supplémentaire. On a un rapport 1 moins E sur 1 plus E. Une fois qu'on a ça, vous avez accès à E. Hein. Produit en croix, directement, vous avez E égale des max moins des mines sur des max plus des mines. Je répète, le fait de faire le rapport des mines sur des max, d'accord? Donc des mines sur des max, ici on aura du 1 moins E au numérateur, 1 plus E au dénominateur, permet de libérer la contrainte sur P qui est une inconnue, d'avoir ceci, d'extraire donc l'information sur E. Excentricité, on fait l'application numérique, ici 0,97, c'est une valeur qui est relativement élevée. Je vous rappelle, la valeur de 1, c'est pour une parabole, et pour une ellipse, on est toujours inférieur à 1. Donc là, c'est vraiment une ellipse qui est très excentrique, excentrique. Donc une valeur élevée d'excentricité. Et une fois qu'on a directement ici cette excentricité, d'accord, on en déduit le paramètre P. D'accord? Par exemple, grâce à cette équation, une fois que vous avez E, on en déduit P, parce que P, c'est des mines fois 1 plus E. D'accord? Donc 1,1 unité astronomique. D'accord? Donc voilà, cet exo, vous voyez, un peu plus difficile, dans la mesure où il faut utiliser la loi des périodes de Kepler. D'accord?
pour déterminer ici la distance ici des max, distance entre le centre du Soleil et la Phélie. Et surtout, voilà, il faut déterminer deux caractéristiques géométriques d'une trajectoire elliptique, le paramètre P et l'excentricité que je vous ai présenté en cours il y a 20 minutes. Donc là, c'est en se basant sur ce système d'équations des min, des max, d'accord. On isole les valeurs de E, d'accord, et ensuite, une fois qu'on a E, on en déduit, connaissant des min, la valeur du paramètre P, d'accord. Voilà. Voilà pour moi aujourd'hui à pile poil, 1h30, je vois, et je crois que derrière j'avais laissé une demi-heure d'exo, donc c'est même une journée bien chargée, je m'en rends compte, moi là je vois que j'impose comme un rythme un peu plus intense, mais l'avantage, je vous répète, c'est que là il n'y a aucune coupure, vous mettez sur pause quand vous voulez, vous me mettez sur pause quand vous voulez, d'accord. Et voilà. D'accord. Donc pour moi, aujourd'hui, vous voyez, on aura fait quand même 1 heure et quart de cours, et avec la séance qui va suivre d'une demi-heure, une correction de 4 exos. D'accord. On aura quand même fait du cours et 4 exos, on aura fait exo 1, 2, 3, 4. D'accord. Alors évidemment, les exos qui vont suivre, exo 1, exo 2, les exos proches du cours, pour lesquels je lis plus ou moins la correction. D'accord. Donc voilà, ça aussi. D'accord, sachant que cette fiche de TD, j'aimerais les faire tous, on pourra tous les faire. Et je vous donnerai également d'autres sujets de DS et de concours blanc. D'accord. Donc voilà pour moi aujourd'hui, pareil, la moindre question, vous mettez en pause, vous venez me poser la question sur Discord, je suis derrière l'écran, j'attends vos questions, il y en a, par écrit ou à l'oral, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, allez, bonne soirée, bon week-end, au revoir.